Bienvenue sur Gone Digital, le podcast dédié à celles et ceux qui font le web à Lyon. Hello tout le monde, c'est Alice pour un nouvel épisode de Gone Digital. Aujourd'hui c'est un épisode un petit peu spécial puisque je vais parler du Wake Up Day. Le Wake Up Day c'est quoi ? C'est le nouvel événement lyonnais du web qui permet de booster son business en ligne. De nombreuses conférences de qualité ont eu lieu tout au long de la journée du 21 mai sur le marketing en ligne et le growth hacking. Ça s'est passé à l'hôtel 4 étoiles Château Perrache à Lyon toute la journée et la soirée pour du networking. J'ai eu l'occasion d'interviewer 3 personnalités que vous allez découvrir tout de suite. Mon premier invité est Alexandre Thuriot, architecte SEO chez M6 Digital Services. De formation développeur, il est tombé tel Obélix dans la marmite du SEO alors qu'il travaillait sur le portail rtl.fr. En total autodidacte, il s'est intéressé aux conséquences SEO de ses développements sur l'acquisition de trafic d'un site comme rtl.fr. Très bonne écoute! C'est parti. Bonjour Alexandre. Bonjour. Comment tu vas ? Très très bien. Merci de venir dans ce podcast complètement improvisé. Est-ce que tu viens de Lyon à la base ? Je suis pas natif de Lyon. Ça fait 5 ans que j'habite Lyon. J'adore la ville. Mais à l'origine, moi, je suis plutôt originaire de l'Est de la France. Donc, ma région natale, c'est Nancy. D'accord, Nancy, super. Et ça fait combien de temps que tu vis à Lyon ? 5 ans. Ça fait un peu plus de 5 ans et demi. Un choix de vie. Je suis passé un petit peu par Lille. J'ai travaillé beaucoup sur Paris. J'ai travaillé 8 ans sur Paris. D'accord. Et je suis plus allé vers le sud. Okay. Et donc aujourd'hui, 5 ans sur Lyon. Très bien, avec plaisir. Je me plais très très bien. Super. Comment s'est passée ta conférence ? Moi, de mon côté, je pense très bien, l'envie de partager. Donc, je pense que j'ai réussi à faire passer mon message, mon expérience. En tout cas, j'ai rien à vendre, j'ai rien à faire. Mais je pense que l'idée était de partager un petit bout d'expérience avec d'autres personnes. Donc, ton témoignage. Moi, de mon côté, je pense que ça s'est très bien passé. C'est les autres qui font demander, en tout cas. C'est ça. Tu rappelles le sujet de ta conférence ? Alors, moi, le sujet de ma conférence était surtout orienté less is more, quand la philosophie du SEO influence, en tout cas, le process de l'entreprise. Donc, ça fait un petit peu barbare dit comme ça. Ouais. Mais globalement, ça part d'un constat en fait qu'aujourd'hui, certes, je suis chez M6, c'est un grand compte et tout ça, mais que malgré tout, quand on travaille sur un site, on peut avoir une organisation très start-up. D'accord. Et que globalement, en étant pure player, le SEO, c'est la porte d'entrée principale de beaucoup de sites web. C'est lui qui connaît un petit peu le marché, c'est lui qui peut faire plaisir en interne quand tu as des équipes commerciales ou des choses comme ça, donc qui peut appuyer sur les bons leviers justement pour aller chercher ce qu'il faut. Donc l'idée, c'était effectivement de montrer comment le SEO peut être au centre de l'entreprise. Comment il doit faire pour faire cela. Et quand on trouve cette organisation qui au final est très lean, très start-up, on arrive à des très bons résultats. Super. Quelle relation est-ce que tu as avec le web ? Sujet un peu généraliste comme question, mais... Ouais, très généraliste. Alors, initialement étudiant très geek. T'as étudié où ? J'ai terminé, donc j'ai fait un DUT informatique, j'étais développeur à l'origine sur Nancy, puis après j'ai terminé les études de marketing effectivement sur Lille, mais j'ai commencé ma carrière en tout cas professionnelle comme dev. Comme dev, ok. C'est en commençant comme dev que par la suite j'ai plongé dans le SEO. D'accord. Donc voulant aussi faire du dev, mais avec une logique de conversion, avec une logique de travailler un produit, c'est comme ça que je me suis retrouvé en tout cas à travailler pour des grands groupes. Moi, j'ai toujours, même si j'ai une appétence très technique, j'ai eu la chance ou un choix, en tout cas, de travailler à chaque fois en agence dans des grands comptes pour des gros éditeurs. Il y a quelque chose qui te plaît dans le fait de travailler pour des grands comptes, justement ? Des enjeux que tu préfères par rapport à peut-être des petites PME ou des comptes plus petits ? Ouais, bonne question. Je ne me suis jamais trop posé la question-là. Le salaire, petite motivation. Oui, c'est sûr. C'est pas négligeable. Mais la stabilité aussi, c'est pas la motivation principale. Non, je pense que c'est les leviers d'action en fait. C'est vrai que c'est pas les mêmes leviers, c'est pas les mêmes investissements. Et effectivement, alors oui, on peut avoir des gros chiffres, on peut faire ce genre de choses, mais clairement, on peut très facilement déplacer des montagnes ou ce genre de choses ou se repositionner. Parce que malgré tout, on a des budgets et donc il n'y a pas de surprise non plus. On peut pas, à un moment, on peut faire de la magie à un certain laps de temps, mais à un moment, il faut quand même avoir des budgets minimum. Donc non, ça m'a toujours bien plu. Et l'avantage d'être chez un grand compte, c'est qu'on peut aussi se diversifier, apprendre des autres. C'est-à-dire que quand on est sur une petite PME, on peut faire un peu tout. Oui. De certains côtés, c'est très bien, mais on n'a pas forcément toujours des experts autour de soi. En fait, c'est bien au début, mais... Voilà, donc c'est bien au début pour faire un peu ses armes à prendre. Des fois, à l'inverse, quand on est chez un grand compte, on peut avoir des experts autour de soi et donc apprendre d'eux. Donc ça aussi, c'est intéressant. Et évoluer dans son métier. Tout à fait. Très intéressant.
Donc raconte-nous ce que tu fais dans la vie, pour les auditeurs qui ne connaissent pas ton métier. Alors moi, je suis aujourd'hui responsable SEO chez M6, donc la chaîne télé. Alors oui, ça fait bien encore une fois de parler d'M6, la chaîne télé, sauf qu'on est sur un pôle diversification. Donc en fait, on est sur les activités internet du groupe. Ok. Donc c'est M6 Service Web, c'est ça? Donc M6 Digital Services, anciennement M6 Web. Okay. On a plusieurs sites, alors essentiellement basés à Lille. D'accord. Moi, je suis presque un des seuls sur cette partie web à être à Lyon. À Lyon. La majorité de mes collègues, on a 150 personnes qui sont à Lille, okay. à peu près, qui travaillent donc sur d'autres portails internet. Donc on a des sites en interne qui s'appellent radar.com, cuisinaz.com, deco.fr, tubo.fr, donc beaucoup de sites qui sont en fait une stratégie de tous les groupes médias. Aujourd'hui, si on regarde les groupes médias, ils sont en télé, ils sont en radio. Il y a pas longtemps, on a racheté RTL.fr. Donc, ce qui est marrant en étant aujourd'hui chez M6, c'est que par le passé, j'ai travaillé chez RTL.fr, je les ai quittés. Et aujourd'hui, je suis chez M6, on a racheté RTL. Donc, j'ai des anciens collègues, j'ai mon ancien chef qui est redevenu un collègue. Voilà, donc c'est des fois assez les marrant. joies des médias. Exactement. Et donc, voilà, donc dans cette logique de diversification et de publicité, parce que le nerf de la guerre aussi, malgré tout, chez un média, bien sûr. Que quand on regarde M6, c'est pareil, c'est un fournisseur de contenu qui se monétise par de la pub. Sur beaucoup de sites web, c'est exactement la même chose. Et donc, tu as une régie publicitaire qui s'intéresse à avoir, on appelle ça effectivement triple play, quadruplay. Il est effectivement positionné en télé, en radio. Ça peut être la presse également sur certains leviers. D'accord. Et les sites web en font exactement partie. Très bien. Est-ce que tu aurais des conseils pour celles et ceux qui nous écoutent et plus spécifiquement pour les gens qui voudraient faire le même métier que toi? Alors déjà, dans le métier du SEO, on a beaucoup de métiers. Donc c'est clair que c'est un peu difficile de dire de prendre exactement le même métier. Moi, dans ma filière, entre guillemets, SEO, je reste très technique. Donc, d'accord. Voilà. Donc des parcours de dev, généralement des devs qui migrent vers le SEO font des bons profils. Je ne vais pas dire le contraire, j'en suis sûr. Mais effectivement, ça permet d'automatiser pas mal de choses, d'accélérer. Donc ça, c'est effectivement un vrai parcours. Okay. Après, je pense que dans le SEO, tout le monde peut faire sa place. Il n'y a pas trop de surprises dans le SEO. Aller chercher la première place, entre guillemets, parce que c'est le Graal. Tout le monde veut se battre pour avoir la première place, mais il n'y en a qu'un. En revanche, il n'y a pas de surprise non plus. En SEO, celui qui travaille, il aura des résultats. Peu importe ses moyens, il va obligatoirement progresser. Donc si tu fais ce métier par passion, c'est le meilleur des métiers. Je veux dire, tu travailles d'où tu veux ou presque. Ça te fait pas chier d'être au boulot. Tu regardes pas tes horaires. C'est jamais pareil. Tu fais ça par passion. Ce qui marche aujourd'hui ne marche plus dans 3 mois ou d'autres. Ou voilà. Donc si tu es en perpétuelle envie de te renouveler, de refaire des choses, c'est vrai que c'est un secteur d'activité qui est très bien. C'est pas très pépère en fait, travailler dans le SEO. C'est toujours changeant, toujours différent. Il faut toujours essayer d'être le premier, de s'adapter aux nouvelles technos, aux nouveaux algorithmes. Et puis même, il y a des choses où si tu as la chance d'être premier, c'est très bien. Enfin voilà, on est d'accord là-dessus. J'ai la chance d'avoir beaucoup de sites, tout cela. Mais du coup, tu as la catastrophe de quand tu passes deuxième. Ça, c'est dur. Et donc, tu dis finalement, je suis deuxième. Alors, quand tu prends le site et que tu es quatrième et que tu montes troisième, deuxième, voilà, tu as une statue qui est en train de se faire autour de toi, c'est très bien. Et tout le monde s'habitue à ce que tu sois premier. Et pour différentes raisons, c'est la logique du web, tu n'es pas tout employé. Tu passes deuxième et tu es deuxième. Il y a plein de gens qui voudraient être deuxième. Mais bon, voilà, c'est les business models qui sont comme ça. Mais voilà, il y a du challenging, il faut se remettre en question, il faut changer. Ce qui est très dur en tout cas dans le métier, je me rends compte avec l'expérience, c'est qu'on a du mal à détruire ce qu'on a fait par le passé. On sait très bien ce qu'on a mis en place, il y a des choses qui fonctionnent. D'accord. On sait qu'on est des fois avec le temps, des choses qui peuvent être un peu borderline, c'est propre du SEO, des choses qui ont marché ne marchent plus. Et donc on ne veut pas les détruire, on ne veut pas trop les toucher parce qu'on s'est dit, quand je l'ai fait, ça m'avait apporté du bien. Ça a bien marché. Et finalement, un jour au lendemain, Google change un truc comme ça, bim, là on se dit, finalement j'aurais peut-être dû l'enlever. Il faut savoir s'adapter, Voilà, ça c'est effectivement quelque chose qui est difficile au niveau des SEO, en tout cas de se remettre en question la vraiment résilience. À 360, c'est exactement ça. On se dit mais finalement si je suis encore premier, même si je traîne ce boulet, finalement je suis premier, donc voilà. Mais aucun site est intouchable là-dessus. Malgré tout, Google fait ce qu'il veut. Voilà, site ou pas site. C'est-à-dire, voilà. Ça, il faut. Des leviers qui sont totalement différents. Il faut l'avoir en tête. Voilà, il faut l'avoir en tête. Après, c'est ça qui est intéressant. Aussi challenging. Mais je trouve que comme disent les Américains, c'est un mindset d'être expert SEO, de travailler dans le SEO. Je trouve que les personnes qui travaillent dans le SEO ont un mindset très différent des marketeurs ou d'autres personnes qui travaillent dans le contenu. C'est toujours challenging, toujours être dans le challenge, essayer d'être premier, c'est un peu comme une course. Faut être dopé, il faut être dopé aux chiffres, effectivement. Entre guillemets, le SEO va regarder ses chiffres le matin encore quand il est dans son lit, en sortir de son lit, on est d'accord. C'est ça. Après que les Américains et le SEO, ils sont très branding quand même. Et ils ont raison aussi, c'est la meilleure des choses de toute façon.
quand les gens connaissent la marque, ils viennent naturellement, c'est la meilleure des choses. Maintenant, ça ne se fait pas naturellement. C'est sûr. Après, voilà, ça reste différent de parler de philosophie, de SEO, des choses comme ça, parce qu'on a un métier qui est quand même très hétérogène, on n'a pas de formation en tant que tel. C'est vrai, n'importe qui, entre guillemets, n'importe qui peut se faire définit du SEO, celui qui fait du netlinking, celui qui fait du contenu, celui qui est entre les deux, enfin, c'est assez difficile, celui qui est sur des petits sites, qui est en agence, qui est en freelance, enfin, le métier il est hyper hétérogène, et il y a des profils qui peuvent pas du tout rentrer dans une structure ou dans une autre. Voilà. Tu fais appel à des freelances, toi, ou à des... On peut, au besoin, effectivement, il n'y a pas de souci. J'ai la chance, effectivement, de travailler dans une grosse structure où on a des grandes ambitions et on peut avoir des budgets. Donc, effectivement, tout ce qui peut nous aider à amener du trafic. Donc, oui, non, tout à fait, il n'y a pas de souci. Et tu es responsable SEO, donc, et tu as une équipe qui t'aide Alors non, on n'a pas d'équipe au point de vue hiérarchique en tant que tel, parce qu'on est surtout, chez M6 Digital Services, on est surtout en silo par portail. On a des choses effectivement transverses, mais on va interagir, on ne va pas être forcément en responsabilité sur un personnel ou sur ce genre de choses. Après, voilà, il y a du cadrage qui se font de façon transverse sur la création de contenu, de l'achat de contenu, de l'optimisation en tout cas, qui sont des basiques SEO. Ça, forcément, on n'a pas un cadrage directement, il n'y a pas un cadrage dessus. On forme des gens sur des outils, sur des choses comme ça, ils deviennent aussi autonomes. Après, c'est aussi les gros sites ne se comportent pas comme les petits sites, c'est-à-dire qu'on a la chance, en tout cas chez nous, mais c'est le cas pour beaucoup de gros sites, de ne pas se poser la question d'arriver en première page. La question est d'arriver premier. Mais globalement, on fait des trucs assez basiques. Il suffit de créer ton contenu et 9 fois sur 10, tu es dans la première page de Google. C'est un des avantages. Oui, ça c'est vrai qu'il n'y a pas de question de la première page. Ça c'est quand même souvent, un luxe un petit peu. C'est un luxe. Après, même si c'est un luxe, quand tu es 8e ou 9e, à notre échelle, tu n'as pas d'audience. Je veux dire, on s'en moque de la 8e ou la 9e place en SEO. Quand on est sur un petit marché, e-commerce, on peut avoir des transactions, des ventes et ainsi de suite. Ça peut être très bien parce que ça génère du lead. Nous, sur certains business et sur beaucoup de nos business, c'est de la page vue, de la publicité, sur ce genre de choses. Donc il faut générer du volume. Est-ce que tu peux nous donner tes outils fétiches ou des logiciels que tu conseilles, que tu aimes bien ? Il en existe beaucoup. C'est vrai que là, en plus, je recule en 2 ou 3 ans, les outils ont explosé. Alors, ce n'est pas neutre, parce qu'une personne qui commence dans le SEO, on peut voir plein de confs, plein d'outils, d'automatisation, des choses comme ça. On oublie juste de dire, c'est qu'il faut des budgets pour acheter des licences. Ah oui. Et c'est très utile, ça fait très bien le job sur pas mal de points, mais c'est quand même un prérequis à avoir. Une petite stratégie moyenne ou quelque chose comme ça, si tu n'as déjà pas 300 € par mois pour mettre dans un outil, ça va déjà être compliqué. Donc, déjà, une petite parenthèse à fermer là-dessus. Il y a des outils du point de vue basique SEO. La Google Search Console, au final, pour un utilisateur qui commence, c'est le meilleur outil qui existe. C'est le seul endroit où il y a une interaction de Google. Aujourd'hui, en plus, avec Vincent Courson qui est en face et qui joue le rôle de communication, ils essayent d'être assez propres effectivement dans leur communication, de faire attention à ce qui remonte dessus. Et là, tous les jours, tu as le panel, en fonction des sites avec 24 heures ou 3 jours de retard, mais tu as tes positions. Alors encore une fois, nous ça marche très très bien parce que quand tu as un gros site, donc tu es toujours page 1, donc tu as le volume d'impression. C'est sûr que si tu te lances et que tu es en page 6 ou en page 7, si que tu as dans le mois, c'est un peu plus compliqué. C'est un peu plus galère. Mais dès que tu as de la chance de commencer à générer un petit peu de volume ou des pages 1, en tout cas, tu vas pouvoir exploiter déjà la Search Console à titre gratuit et c'est déjà un très très bon outil en tout cas. D'autant que maintenant ils avancent vraiment sur te remontrer des erreurs, sur ce qu'il indexe, pas. C'est vrai donc c'est déjà un premier outil à ne pas négliger. Il y a quelques années, c'était pas ça, la Search Console. Non, donc vraiment, c'est quelque chose à pas négliger. Après, pareil, en restant dans les outils gratuits, mais qui sont quand même très importants pour moi, surtout quand on travaille dans le web, mais en règle générale, c'est la maîtrise d'un outil d'analytics. Voilà, un des plus connus des gratuits, Google Analytics. On apprend aussi plein de choses, là, du coup, sur ces internautes. Donc, rien que déjà, les deux outils-là doivent être maîtrisés par beaucoup. On va être méchant si je dis ça, mais il y a beaucoup de SEO, Analytics, ils ne mettent pas les mains dedans. Enfin, tu vois, c'est malheureux. Mais parce que voilà, c'est une partie du SEO qui considère que le métier est d'apporter de l'audience et on s'arrête là. Pour moi, le SEO doit être plus central et doit apporter de l'audience qualifiée. Donc dès qu'on met le mot qualifié, il faut un peu comprendre qui vient sur notre site et comment il se comporte. Tout à fait. Voilà. Donc ça, c'est deux outils qui me paraissent essentiels de maîtriser s'il y a un coût d'entrée qui n'est pas très très cher, en tout cas voilà. Si tu mets les mains dedans pour te former un petit peu. Pour te former un tout petit peu, il n'y a pas de problème là-dessus. Donc ça, c'est du gratuit, ça me paraît effectivement du basique.
Après, voilà, il y a quand même besoin d'un outil un peu permettre de voir une vue un petit peu à 360 de la concurrence. Oui. Certes, Google permet de le faire. Alors, si tous les jours tu tapes les mêmes requêtes chez toi, c'est un peu galère. C'est un peu chronophage, c'est un petit peu galère. Et au bout d'un moment, de toute façon, Google va personnaliser les résultats Tout par à rapport fait, à toi. c'est ça exactement. Donc, au bout d'un moment, tu vas toujours voir ton site là-bas et tu as toujours cliqué sur. Puis tu as toujours la même position. Enfin voilà. Donc, il y a quand même besoin d'un outil à 360 pour regarder un petit peu la concurrence. Bon, il y a un outil qui s'appelle SEMrush qui est quand même assez connu. L'ergonomie est peut-être un peu à revoir, mais en tout cas, les coûts n'est pas neutre non plus. Il y a quand même un bon ticket à investir là-dessus. J'avais testé HaloRank, je ne sais pas si tu as testé déjà, qui était pas trop mal aussi sur le sujet. Ouais, je testerai, j'en teste beaucoup, effectivement. Mais voilà, HaloRank, pour le coup, je n'ai pas trop testé de ce côté-là. Voilà, il y en a d'autres, des équivalents, il en existe plein. Ouais. Mais moi aujourd'hui, voilà, autant pour plutôt sa base de données un petit peu historique, on en a un peu plus que les autres. Quand on travaille un petit peu à l'international, effectivement, il fait relativement bien les choses par rapport à d'autres. Si on n'est que sur un marché français, on peut peut-être aller sur un Rank Explorer qui sont un peu moins chers, qui vont être peut-être plus focalisés sur du français, mais qui ont une problématique. Pour un Rank Explorer, en tout cas, c'est qu'il va faire une mise à jour une fois par mois et tout ça, des données. Donc voilà, ça reste un problème. Enfin, encore une fois, tout dépend ce dont on cherche. Tout dépend des besoins. Mais clairement, il y a besoin un peu d'une vue 360. Après, l'analyseur de position, voilà, la Search Console peut faire le job. Si je dois en choisir un, moi j'ai plutôt tendance à choisir Monitorrank aujourd'hui. C'est un outil que j'utilise majoritairement pour les positions. Tout simplement parce que c'est pour moi un des seuls outils français. Donc ça aide. Je connais aussi la personne qui l'a mis en place, donc ça aide aussi. D'accord. Mais en tout cas, il a aussi une API que moi j'apprécie en tout cas d'utiliser. Ça ne change pas le tarif que tu fasses sur le web ou que tu prennes l'API, elle est très bien. Ouais. Et du coup, moi, ça me permet d'automatiser des traitements par rapport à ma position SEO. D'accord. Donc ça, c'est quelque chose qui est quand même très intéressant et appréciable, justement de se dire, voilà, petit exemple basique, je veux acheter de l'AdWords, mais quand je suis premier en SEO, ça vaut peut-être pas le coup que j'achète de l'AdWords. Et donc ça, si tu n'as pas un outil de position qui t'automatise, et donc Monitorrank me permet de faire c'est bien, ça permet de faire des campagnes qualifiées et du coup de ne pas perdre ton temps sur des positions sur lesquelles tu n'as pas forcément besoin de travailler. S'il n'y a pas beaucoup d'AdWords, effectivement, s'il y a 4 AdWords devant nous, il faut toujours être présent, il n'y a pas de débat. Mais s'il y a un ou deux concurrents qui se positionnent en AdWords versus la position 1 en SEO, ça vaut peut-être pas le coup d'aller automatiser. Donc c'est un outil effectivement que je recommande, qui en plus évolue beaucoup. C'est-à-dire que encore une fois, je connais Fabien qui fait le site et je lui ai demandé pas mal de fonctionnalités. Ça aide là d'être un grand compte. Et donc voilà, quand on a travaillé sur des sites avec AMP qui est arrivé avec les positions 0, avec les PA, les people, tout le tracking des snippets et tout ça, l'outil permet de vraiment tout voir. Ça c'est top. Ce qui n'existe pas, ce qui existe peu sur d'autres outils ou de façon différente, mais clairement chez lui on retrouve ça assez bien. Et si tu fais pas que du SEO, lui te propose aussi d'aller sur Amazon, d'aller sur Le Bon Coin, sur des classements autres, moteurs de recherche, sur du TripAdvisor, sur ce genre de choses. Ça c'est enrichissant, Donc voilà, donc, c'est un outil qui est effectivement à conseiller et en plus voilà, en rapport requête, ce qu'on peut trouver, c'est un des moins chers du marché. Donc bon rapport qualité-prix, on va dire. Voilà, on fait très bien et en plus on a 10 mots-clés, je crois, toujours une offre comme ça, on s'inscrit, on a 10 mots-clés à vie. À vie, waouh. On est très loin, mais d'accord. Mais bon, là on est déjà sur des approches un peu avancées pour suivre vraiment ces positions SEO. Je veux dire, au départ, la Search Console fait vraiment le job. Par contre, voilà, d'avoir un outil comme un Monitorrank ou un truc comme ça, c'est que c'est la SERP au global. Donc surtout ce qu'on va regarder, c'est pas ses positions à soi, mais c'est celle des concurrents. Celle des autres. Donc pouvoir regarder qui monte, qui descend et essayer de chercher comprendre pourquoi. Ouais. Donc je pense que sans ça, effectivement, c'est difficile aujourd'hui à faire du SEO. Voilà. Après, on peut aller sur d'autres approches, d'autres outils, tout ça, mais déjà là, on a déjà un budget on est pas mal. 300-400 euros par mois. Et c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Après, on peut aller sur d'autres choses, sur d'optimisation sémantique et tout ça, mais voilà, on est vraiment sur des leviers qui commencent à s'avancer. Voilà. D'accord, super. Et merci beaucoup, Alexandre. C'est la fin du podcast déjà. Tu as un petit mot de la fin peut-être ? J'étais très content de faire ce podcast avec toi. Merci beaucoup en tout cas. Et ta conf était super. Et j'espère que tu vas bien profiter du reste du Wake Up Day. C'est un très très bel événement. Donc, je conseille aux podcasteurs de venir en tout cas. Pourquoi pas l'année prochaine. Oui, carrément. Merci beaucoup. À très bientôt. À bientôt. Ma deuxième invitée est Marie Gourlaouen, Product Owner EasyClaim chez April. Son métier, faciliter l'expérience client en mettant en œuvre des projets internationaux dans un contexte agile. Marie est expérimentée en gestion de projets et en communication web, familière avec les sujets de relations clients, d'innovation en mode test and learn et de management transverse. Bonne écoute. Hello Marie, comment ça va ? Très bien, je me sens mieux une fois que la conférence est passée. Tu m'étonnes.
Du coup, merci de venir dans ce podcast. C'est la première fois que tu viens à Lyon? Non, en fait, comme je travaille au groupe April, en fait, le siège et le gros des équipes April sont à Lyon. Okay. Donc, en fait, je suis amenée à venir régulièrement. C'est combien de fois régulièrement? Je dirais 2-3 fois dans un trimestre, en fait. D'accord. Super. Parce qu'on fait beaucoup finalement d'échanges à distance maintenant. D'accord, top. Et tu viens de Paris, c'est ça? À la base, c'était... Oui, enfin, tu bosses à Paris? Je travaille à Paris. Ouais. D'accord, super. Du coup, comment s'est passée ta conférence? Eh bien, plutôt bien. On n'a pas eu de temps de débriefer encore avec Florence. Ouais. Mais en tout cas, j'ai dit ce que j'avais à dire. Donc, pour moi, j'avais un fil conducteur et okay. ça va. Et tu l'as tenu, voilà. C'est bon. Ok. Tu peux nous rappeler quel est le sujet de ta conférence? Oui, bien sûr. Donc, en fait, bon, le thème de la journée, donc, c'est plutôt comment développer votre chiffre d'affaires, donc avec des thématiques plutôt business. Nous, on était là pour apporter plus une vision fidélisation, comment garantir une bonne expérience client. Et donc, moi, j'ai présenté un plus particulier l'application EasyClaim, qui est une application de relation client pour notre clientèle expatriée. D'accord. Et donc, cette application, elle consiste en quoi pour les gens qui ne connaissent pas du tout Alors, l'application, sa principale fonctionnalité, c'est de l'e-claiming. Donc, en fait, c'est tout simplement la possibilité d'envoyer ses factures médicales à April via l'application en les prenant en photo. D'accord, super. Et donc, tu as expliqué un petit peu les do's et don'ts de comment créer une application mobile. Ça, j'ai beaucoup aimé tes conseils. J'ai trouvé qu'ils étaient super pertinents. Si on devait en retenir un do's et un don't de ce que tu as dit dans la conf. Alors, effectivement, si tu t'en souviens. C'est cette slide pour moi qui était la plus importante parce que je me suis dit dans le public, donc il y a des profils très variés. Nous, on venait en particulier l'assurance, donc ça n'allait pas forcément toucher tout le monde. Ouais. Tandis que cette slide, je me disais que c'était des bonnes pratiques qui étaient vraies pour tout type de secteur et tout type d'objectif. Donc je pense que ce qui est important, c'est le fait de miser sur de voir la performance de l'appli comme une fonctionnalité à part entière et de ne pas laisser mourir une application comme on a pu le faire par le passé. Juste après la conférence, il y a quelqu'un qui était venu justement discuter avec moi là tout à l'heure, savoir comment vous faites pour savoir qu'une appli est trop lente. Nous justement, notre appli est trop lente, qu'est-ce qu'on peut faire? Je lui dis nous en fait au bout de 2 ans, on a jeté notre application en fait. Quand on s'est lancé dans la refonte technique, en fait on a refait de A à Z notre application avec une nouvelle technologie. Donc c'était un investissement financier et en temps assez lourd. Donc c'est difficile à vendre, mais en fait on a vu des effets immédiats avec une application qui gagnait en fluidité, en rapidité. Donc c'est un peu comme une start-up en fait. On doit refaire l'application, réitérer. Parce qu'en fait les technologies évoluent, donc on va choisir la meilleure technologie au moment T, au moment du lancement. Mais au bout de 2-3 ans, c'est obsolète. C'est obsolète, D'accord. Il faut toujours se réinventer, c'est important. Voilà. Du coup, question qui aurait dû venir avant, mais qu'est-ce que tu fais dans la vie? Quel est ton métier? Alors, je suis responsable projet marketing et communication, donc dans l'entité April spécialisée en assurance santé expatriée. Donc ça s'appelle April International Care. Top. Et donc en fait on gère la protection sociale des personnes qui quittent la France. Donc qui quittent la France, le système de santé français, et donc en fait ils partent à l'étranger, ils découvrent une nouvelle façon de gérer la santé, et nous en fait on vient remplacer la sécurité sociale et une mutuelle typique. Vous êtes très important je pense pour les expatriés, ils comptent beaucoup sur cette partie-là. On soit à leur côté dans les moments qui peuvent être plus difficiles, les conseiller, les orienter. Donc c'est un rôle qui va, je pense, au-delà de ce qu'on pourrait attendre d'une assurance automobile, par exemple. C'est ça, exactement. C'est beaucoup plus proche de la personne et de l'humain, au final. Quelle relation est-ce que tu as avec le web, de manière générale? Alors la plupart de nos outils justement sont pensés pour les expatriés, donc on est beaucoup dans la dématérialisation, donc en fait tous nos projets on les pense d'abord digital en fait. D'accord. Parce qu'ils doivent être accessibles à des personnes qui sont loin, donc c'est ça. On vend presque pas en physique en fait, tout se fait à distance. C'est bien, ça change de l'administration française de manière globale qui est très papier, on envoie les dossiers par papier, c'est original. Là c'est beaucoup plus simple, enfin, je vois l'application que vous avez mis dans la conférence, ça a l'air très très simple à utiliser, très ergonomique.
Donc c'est ça que vous voulez faire. Enfin, oui, c'était vraiment l'objectif. Focaliser sur le digital. Et après, ça fait partie de la stratégie du groupe depuis son début en fait. D'accord. Et donc le fondateur du groupe a toujours eu pour ambition de rendre l'assurance plus facile. Plus facile pour tout le monde. Je pense que ça fait partie de l'ADN du groupe. D'accord. Est-ce que tu as des conseils pour celles et ceux qui aimeraient être product owner ou responsable marketing digital comme toi? Je pense que c'est intéressant de participer régulièrement à des conférences comme ça. Moi, c'est une des premières fois où j'anime une conférence. D'accord. Mais je m'étais beaucoup inspirée par le passé sur des conférences auxquelles j'avais participé. Ok. Donc, comme type Blend Web Mix ou ce genre de choses. Voilà, les salons. Vivatech. Exactement. Ouais. D'accord. Et je pense que c'est important, ça permet de se former en continu. Et souvent, on a besoin d'être formé sur des sujets, des thématiques très particulières. C'est pas forcément des choses qu'on va trouver dans les organismes de formation classiques. C'est vrai. Je pense que c'est une très bonne façon de s'auto-former. Et tu as eu quelle formation pour être là où tu en es aujourd'hui? Alors j'ai fait une école de commerce, Schema Business School à Lille, avec plutôt des expériences en stage orienté marketing. Et j'ai fait ma dernière année en spécialisation management de projets et programmes. Okay, ça fait que j'ai toujours eu cette double casquette marketing et com et aussi gestion de projet. D'accord, super. Est-ce que tu peux nous donner des outils fétiches ou des logiciels que tu conseilles, que tu utilises? Alors oui, disons que moi dans mon équipe j'ai le monsieur outil, donc quand ça on a une aide. question sur un outil, il a toujours l'outil qu'il faut. Monsieur outil. Parce que c'est vrai qu'il y a une multitude d'outils, mais bon moi c'est assez simple. Disons qu'on suit nos projets sur Basecamp, je sais pas si vous connaissez, oui. Mais c'est une bonne façon en fait de gérer des équipes assez larges et également de gérer des prestats. Okay. En fait, donc on planifie pas mal de projets avec cet outil-là. Ok, super. Mon troisième et dernier invité n'est autre que Yann Amiri, Social Media Manager chez Decathlon France. Il est venu avec Jean-François Laden, Community Manager chez Decathlon, pour parler de la stratégie social media de Decat et nous présenter les humains derrière la marque. Bonne dernière écoute. Ok, bonjour Yann. Bonjour. Merci de venir dans ce podcast. Pas de très souci. Gentil. Surtout juste après ta conf. Oui, mais comme ça, je suis chaud. Ouais, t'es chaud, exactement. Comment tu vas déjà? Ça va. On est juste après donc la conf du Wake Up Day. Wake Up Day, exactement. Et je viens de terminer, donc ça va. C'est cool. Première fois à Lyon, du coup? J'étais passé une fois, mais je connais pas du tout la ville, donc je pense qu'après on ira faire un petit tour t'as raison. pour découvrir tout ça, mais ça a l'air d'être une très belle ville. C'est au top. Donc on va tester. Ok, c'est une super ville, je te conseille. Raconte-nous, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Quel est ton métier? Alors je suis Community Manager chez Decathlon. En gros, ça consiste à animer l'ensemble des pages Decathlon France sur les réseaux sociaux, et notamment Facebook, Instagram, Twitter et YouTube. Et aujourd'hui, on est 2 à faire ça à temps plein chez Decathlon, 3 en ce moment avec une stagiaire qui travaille avec nous. Ok, donc il y a toi, Jeff et Célia, c'est ça? Exactement. Super. T'as retenu. Vous êtes la team, ouais, bien sûr. Comment du coup s'est passée ta conférence? Est-ce que tu peux nous dire sur quel sujet elle portait? En fait, elle portait sur la partie humaine du community management, plutôt l'œil des community managers derrière les comptes de marque. Donc en fait, on a fait quelque chose d'assez simple, qui est de raconter notre vision des choses, notre manière d'interagir avec les gens sur les réseaux sociaux, à partir d'exemples très concrets qu'on a mis en place sur les comptes Decathlon. Yes. Et du coup, c'est l'axe qu'on a développé. Comment, à travers des comptes sur les réseaux sociaux, on essaye de motiver les gens en France pour faire du sport. Pour faire du sport. Oui, j'ai vu le hashtag, c'était « Je me remets au sport en 2019 », quelque chose comme ça. Le truc qu'on a lancé en début d'année, quand tous les gens prennent les résolutions qu'ils ne tiennent jamais. C'est ça. On a essayé d'orienter le truc sur Twitter en mode sportif. Ouais. Où on disait aux gens, utilisez ce hashtag pour nous donner toutes vos résolutions sportives, et notre boulot à nous, c'est de venir vous relancer pendant l'année pour être sûr que vous y teniez, ou au moins vous rappeler que vous avez tweeté que vous alliez vous mettre à courir en janvier et que vous avez arrêté en avril. Oups, voilà. J'ai zappé. Ok, super. Quelle relation est-ce que tu as avec le web, de manière générale? Question très vaste. Oui.
Je ne sais pas si c'est une relation saine ou pas, mais je pense que globalement, j'ai toujours passé beaucoup trop de temps sur Internet. Du coup, c'est mon travail aujourd'hui, je suis payé pour ça, donc c'est plutôt cool. Mais ouais, globalement, au niveau pro, j'ai toujours plutôt bossé chez Decathlon en communication. D'accord. Et au niveau perso, j'ai toujours été un peu curieux de ce qui se passait sur Internet. Des fois, des trucs qui ne me concernent pas du tout, mais je vais voir, et des fois on s'inspire de trucs qui sont pas du tout dans le domaine du sport ou d'autres sujets. Oui, tu t'inspires d'autres choses que de ton domaine, juste dans la culture web en général. Voilà. Et je suis pas quelqu'un qui prend beaucoup la parole publiquement sur les réseaux sociaux, au niveau perso, tout ça. Par contre, j'y passe énormément de temps et je lis beaucoup plus que je m'exprime en fait. Pourtant, j'ai vu, tu as 22 000 et plus d'abonnés sur Twitter, ton compte à toi. Ouais, et en fait, ça a gonflé d'un coup quand mon nom est un peu sorti suite au sujet du hijab chez Decathlon, qui était dans l'actualité récente. Donc c'est un truc plutôt subi, j'ai pas cherché à développer ma communauté. Les gens ont fait le rapprochement et mon compte est pas du tout caché, c'est mon vrai nom. J'ai écrit que j'ai travaillé chez Decathlon et du coup moi ça me pose pas de soucis particuliers. Je les ai juste prévenus que moi je tweetais essentiellement sur du foot et que je parlais jamais de Decathlon. Donc peut-être qu'il y en a plein qui sont au final un peu déçus, qui vont repartir, et je ne leur en veux pas. Comment tu as vécu ça, justement, l'espèce de rebond énorme sur ta communauté personnelle? Tu l'as géré comment? En fait, on sait que ça fait partie du métier, surtout que nous, on a pris parti de signer nos messages, d'incarner un petit peu la marque. Donc, on sait que nos noms sont publics, peuvent sortir. Pour autant, c'est pas du tout la même chose de gérer un gros compte de marque que d'être exposé au niveau personnel avec ton nom dans des articles de presse, des trucs qui se disent sur toi sur Twitter sur quelques jours. Donc franchement, ça fait un peu bizarre. Pas évident, On fait gaffe parce qu'on sait aussi que là, c'était peut-être positif, mais demain, on peut faire une connerie. Ça peut être négatif et du coup là, c'est encore plus compliqué à gérer. Et après. On prend du recul aussi parce qu'on sait que tout va très vite sur les réseaux sociaux et qu'en gros, au bout de 3 jours, ça retombe, il y a un autre sujet et les gens passent à autre chose. Et les gens passent à autre chose. Du coup, faut juste prendre ce recul-là parce que sur le moment, ça peut faire un peu bizarre. Les retours ont été super positifs, de mon point de vue, de ce que j'ai vu sur ta communication, votre communication sur le bad buzz du hijab. C'était une écoute, c'était bienveillant, c'était beaucoup de sang-froid, beaucoup de politesse aussi. T'as retenu ça aussi de ta communication? Moi, de ce que j'ai reçu au niveau perso, oui, c'était quand même plutôt positif. Et là où on pointe souvent les insultes, les menaces qu'on voit sur Internet, moi j'ai vu, après cette partie sur les comptes Decathlon, d'insultes, de menaces, de propos xénophobes, parfois racistes. Parfois islamophobes aussi. Parfois islamophobes, souvent islamophobes d'ailleurs. J'ai vu après le bon côté sur ce qui me concernait moi, et vraiment les gens étaient hyper sympas. Des fois je me dis même, mais des gens qui me connaissent pas prennent le temps de m'écrire un message hyper cool et tout, donc ça m'a pris du temps, mais j'ai pris le temps de répondre à tout le monde, et c'était hyper cool. Donc ça, c'est le bon côté d'Internet. Le bon côté des réseaux sociaux, voilà. C'est ça exactement. Si tu devais faire un peu la morale de l'histoire, est-ce qu'il y a quelque chose que tu ferais différemment ou pas? Qu'est-ce que tu dois retirer de cette histoire en tant que CM? En tant que CM, quand on est derrière une marque comme Decathlon, le moindre truc qu'on fait ou qu'on envisage de faire est très visible, et que via les réseaux sociaux, tout le monde a forcément un avis sur le sujet, que sur certains sujets, on ne peut pas mettre d'accord tout le monde. Après, en termes de communication, moi, je ne ferais pas forcément différemment. Je trouve qu'on a bien fait notre travail et que ça fait partie de notre taf de répondre parfois à des messages insultants, mais de manière toujours plutôt courtoise, pédagogue. Et factuelle aussi. Et c'est ça, en fait, c'est les faits qui sont importants. C'est ni nos opinions personnelles, ni notre ressenti, parce que des fois, on pourrait prendre certains messages un peu virulents pour nous. Il faut surtout pas tomber là-dedans. Et du coup, non, à ce niveau-là, on referait plutôt pareil, je pense. Ouais. Et je me posais une question, ça fait combien de temps que tu es chez Decathlon? 9 ans, c'est ça?
8 ans, je crois que ça va faire 8 ans cette année. Ouais. Et pourquoi tu es resté justement, pourquoi tu t'es pas dit je vais essayer de pouvoir faire ce même métier mais pour d'autres marques par exemple, ou être en freelance ou parce que en fait je suis plutôt content d'être là toujours. Au niveau de notre équipe, on a la chance que la boîte nous fait vachement confiance. Je l'ai un peu expliqué là juste avant pendant la conférence. On a beaucoup d'autonomie, on n'a pas beaucoup de comptes à rendre. Une fois qu'on nous file un peu les clés, on est libre de faire des choix parfois très stratégiques sur plein de sujets. Et je sais clairement que ce serait difficile de retrouver ça dans plein d'autres boîtes. Ça existe ailleurs, mais c'est pas forcément ce qui se fait de manière courante. C'est vrai. Et l'autre sujet, c'est que moi je suis fan de sport en général et bosser pour une boîte de sport, c'est plutôt cool. Je pense que sur notre métier, c'est hyper important de prendre la parole sur un sujet qu'on connaît, qu'on apprécie. Et du coup, il y a plein de boîtes pour lesquelles je pourrais pas bosser parce que ça m'intéresse pas ou parce que je serais complètement nul. En fait, je pense que tu peux bien faire ton travail dans une boîte qui te colle bien et être complètement nul dans un autre domaine. C'est ça. Donc, pour toutes ces raisons-là, aujourd'hui, ça va plutôt bien. Super. Est-ce que tu aurais des conseils pour les futurs CM, les CM en devenir ? Mais je sais pas si je suis bien placé pour donner des conseils. Je pense que il y a plein de manières de bien gérer sa présence sur les réseaux sociaux. Mais s'il y a un truc qui me vient spontanément, je dirais de passer beaucoup de temps sur les réseaux avant de se lancer, de vouloir faire des posts qui cartonnent, des tweets qui pètent à plusieurs dizaines de milliers de retweets. Je pense qu'il faut passer beaucoup de temps pour bien comprendre les usages de chaque réseau, bien cerner l'ensemble des communautés, comprendre la manière dont les gens utilisent les réseaux. Et ça, il n'y a pas trop de secret, ça s'apprend pas dans un cours de com parce que les tendances évoluent hyper vite. Donc ce que tu as appris il y a 2 ans, peut-être que c'est plus du tout valable. Donc je dirais juste d'être hyper curieux, de lire beaucoup de choses. Pas forcément de prendre la parole à tort et à travers pour donner son avis sur tout, ce qui est possible sur les réseaux sociaux, mais c'est le meilleur moyen de dire des conneries. Et de prendre ce temps-là qui sera après, je pense, du temps gagné quand tu lances ta strat et que tu lances tes comptes. C'est ce que tu disais en fait tout à l'heure, c'est que en fait le grand public ne voit finalement que le top de l'iceberg, c'est-à-dire les tweets qui font des milliers de retweets et puis les polémiques, alors que derrière vous faites un boulot énorme sur toute la construction d'une identité de marque et ça c'est le plus important, c'est le plus gros du métier en fait. Ouais, le gros de notre métier, c'est de créer des contenus tous les jours, d'imaginer des nouvelles idées, des nouvelles vidéos qu'on va créer ou faire créer, des sujets sur lesquels on va prendre la parole, de trouver les bons angles qui vont vraiment intéresser les gens. Donc le gros du métier, c'est ça. Ce qui se voit, c'est peut-être les 5%, soit de polémiques, soit de blagues qui vont un peu percer sur Twitter. Du coup, je pense qu'il y a des gens qui croient que notre métier est uniquement de faire des blagues. C'est pas que ça. Et du coup, ce que j'aime bien aussi, c'est que c'est un métier du coup hyper complet, avec, oui, effectivement, plein de choses qui ne se voient pas, mais qui sont, je pense, sur du long terme, beaucoup plus importantes que la blague qu'on va faire et qui va péter à l'instant T. C'est clair. Et s'il n'y a pas ce travail de fond derrière, ça marche pas, quoi. Est-ce que tu peux nous donner tes outils fétiches ou des logiciels que tu conseilles ? Et là, ça va être très rapide, parce qu'en fait, on utilise très peu de choses. Okay. On n'aime pas trop les outils en général, pour plusieurs raisons. Souvent, ils ont plein de fonctionnalités, mais c'est un peu des usines à gaz et sur le papier, c'est très beau. Et quand on les utilise vraiment, ça nous fait plus perdre du temps qu'autre chose. L'autre raison, c'est qu'en fait, une partie de notre métier, c'est de discuter avec les gens sur les réseaux sociaux, de connaître notre communauté. Et on se dit que c'est compliqué si on n'utilise pas les mêmes outils qu'eux, en fait, et avec les mêmes contraintes. Donc moi, j'aime bien juste ouvrir le compte Twitter de Decathlon sur mon téléphone et répondre à un tweet de manière basique, comme je le ferais sur un compte personnel, en fait. C'est ça. Et je trouve que quand on fait ça, on comprend mieux les vrais usages des vrais gens. Et du coup, ça nous permet de rester proche de la réalité et on n'a pas encore trouvé l'outil magique qui fait tout à notre place. Donc pour l'instant, très peu d'outils. Le seul qu'on utilise, c'est un outil gratuit qui s'appelle TweetDeck, qui appartient à Twitter et qui permet juste
d'organiser son fil Twitter en colonne et de faire des requêtes permanentes sur certains mots-clés. Ça nous permet de faire de la veille sur ce qui se dit sur le mot Décathlon sans forcément que les gens nous taguent directement dans leur post. Ou de faire des requêtes sur des sujets complètement autres sur lesquels on peut avoir envie de rebondir de temps en temps. Ça y est, ils ont juste sorti le fait que TweetDeck supportait les GIFs, sondages, réduction de liens, etc. Enfin, ça y est, ils sont passés un peu à la vitesse supérieure, donc c'est cool. Mais c'est bien, mais ça fait développer ça après plusieurs années. Oui, vraiment, bravo. C'est bien, on est content. Enfin, est-ce que tu peux nous donner quelque chose qui t'a inspiré, ému, réjoui récemment? Ça peut être un livre, un site web, une conférence, n'importe quoi. Alors, je vais te parler d'un truc qui n'a rien à voir. C'est pas grave. Plutôt lié quand même à la communication et qui peut être inspirant. Je trouve que je sais pas si ça va te parler, la com du groupe PNL est absolument incroyable. Ok, dans quel sens? Dans le sens où c'est des gens qui communiquent quasiment pas, qui n'ont jamais donné une seule interview depuis qu'ils sont connus, qui sont visibles nulle part, qui sont un peu inaccessibles, et du coup quand ils arrivent avec une idée souvent plutôt brillante, les gens ne s'intéressent qu'à eux pendant plusieurs jours, et du coup ils prennent un peu le contre-pied de la communication d'aujourd'hui, où tu dois absolument être présent tous les jours, faire toujours plus parler de toi. En fait, je pense qu'ils s'en foutent un peu. Ils sont accompagnés vraiment par très peu de gens. Il n'y a pas de grosses agences qui gèrent leur image, tout ça. Ils travaillent en cercle très restreint qui leur permet de maîtriser complètement ce qu'ils font. Et en fait, ils arrivent avec des idées souvent, soit pour dévoiler leur tournée ou leur nouveau disque, qui ne sont pas faites avant, qui ont été imaginées par aucune agence, par aucune marque. Et je trouve que ça, c'est vraiment brillant d'avoir ce type d'idée, alors que c'est pas ton métier. Et je pense qu'il donne pas mal de leçons à des grosses marques et des grosses agences qui, avec des gros budgets, ne font pas ça, quoi. C'est top, ils savent rester authentiques et finalement super proches de ce qui sont eux. Exactement. C'est toujours le mieux quand tu fais du community management. Oui, c'est la base. Pas grand chose à voir avec ce qu'on fait, mais en tout cas, je trouve qu'ils sont très forts. Non, mais c'est inspirant quand même, donc carrément. Merci beaucoup d'être venu en tout cas, Yann. Le podcast est à présent terminé, merci beaucoup de l'avoir suivi. Je vous invite à retrouver Gone Digital sur SoundCloud, sur iTunes, sur Spotify, mais aussi sur la page Facebook, sur la chaîne YouTube et sur Instagram. Voilà, le lion est présent un petit peu partout. Je vous invite aussi à vous abonner à la newsletter mensuelle de Gone Digital avec tous les bons plans des invités, leurs bonnes adresses et les outils. Voilà, je vous dis à très vite. Merci.